spéciaux qui récompensent l'engagement de personnalités ou d'institutions pour leur action en faveur du cinéma. Parmi ces prix, comme tu viens de le dire, se trouve donc celui de la contribution exceptionnelle à l'art du cinéma. Effectivement, l'an passé, ça avait été la Warner, on avait célébré les 100 ans, le 100e anniversaire du mythique studio, et non pas du mythique studio. Heureusement qu'Olivier n'est pas là cette année. Voilà. Et là, cette année, c'est une de nos plus grandes institutions françaises, parce que évidemment, c'est la Cinémathèque française, à qui on a souhaité remettre ce prix pour la restauration extraordinaire du film Napoléon d'Abel Gance. Ce soir, en tant qu'Académie de journalistes, on a tenu à rendre hommage à cette, évidemment, institution essentielle, cette gardienne farouche du patrimoine cinématographique mondial, qui est évidemment notre mémoire vivante. Grâce à elle, on a tous ces précieux trésors, évidemment, qui vivent chaque jour à travers sa programmation de classiques et ses grandes expositions. J'ai vu la dernière très belle exposition autour de James Cameron, la prochaine, Wes Anderson, qui va démarrer. Il y avait un très beau festival aussi ce week-end, d'ailleurs, à la Cinémathèque, Festival de la Cinémathèque. Mais ce soir, c'est surtout pour le travail, évidemment, de préservation de l'œuvre, des œuvres que nous allons distinguer la Cinémathèque française. On remercie d'ailleurs la Cinémathèque française d'avoir accepté de recevoir ce prix, car elle a redonné vie à l'un effectivement des chefs-d'œuvre absolus du cinéma muet, le Napoléon d'Abel Gance. Juste pour mémoire, ce film a été tourné en 1927, et c'est bien plus qu'une fresque historique, c'est une révolution visuelle, une audace technique, une œuvre monumentale qui a repoussé les limites du langage cinématographique, avec son usage du polyvision, et vous allez avoir la chance de pouvoir le vivre, parce qu'on a la chance d'être dans un cinéma, outre que Royal Monceau est la seule salle, le seul hôtel de luxe à Paris, le seul palace à avoir une salle de cinéma, on a un cinéma qui va nous permettre de projeter du scope et d'avoir effectivement voilà, le triptyque, on va le découvrir pour ceux qui n'ont pas vu le film, comme dans les conditions de projection souhaitées. Avec son usage du polyvision, ses plans séquences, d'une modernité stupéfiante et son énergie épique, Napoléon est une expérience unique, une immersion totale dans le souffle du grand cinéma. Mais pendant effectivement des décennies, ce chef-d'œuvre fut menacé par l'usure du temps, la disparition de ses bobines, les altérations du support d'origine. Sans le travail acharné de la Cinémathèque et de ses équipes de restaurateurs dirigées par Georges Mourier, que nous allons accueillir dans quelques instants, cette œuvre aurait pu se perdre, laissant derrière elle un vide évidemment dans l'histoire du cinéma. Grâce à eux, grâce à vous, Georges Mourier, et à une minutie infinie, à des recherches passionnées et à une expertise remarquable. Ouais, j'ai un petit souci avec les noms. Napoléon a enfin retrouvé sa grandeur d'antan. Ce projet de restauration digne des plus grandes aventures cinématographiques exigeait des années de travail, 16 années en tout. Vous nous détaillerez ce travail-là, la reconstitution de séquences oubliées, la préservation de chaque image avec un soin minutieux inestimable. Et ce n'est pas seulement un film, évidemment, qui a été sauvé, mais un pan entier du patrimoine, puisqu'on a souvent tendance à dire que c'est un peu notre Citizen Kane à nous, et une œuvre qui, évidemment, continue à inspirer des générations de cinéastes et qu'on pourra montrer aux générations futures. J'ai eu la chance de le voir lors de l'avant-première, effectivement, qui était à la Philharmonie, avec ces deux grands orchestres. C'était vraiment assez extraordinaire. Ceux qui étaient, voilà, je pense que ça fait partie des souvenirs inoubliables qu'on gardera. Juste avant d'avoir le plaisir d'accueillir Georges Mourier, je présente également ce soir, je vous propose de regarder ce soir la petite bande-annonce pour commencer. Alors, bien entendu, je ne vais pas résumer en quelques minutes les 14 ans de travaux. D'abord, comment dire, vous avez bien entendu les pensées et les remerciements de Frédéric Bonneau qui n'a pas pu se déplacer puisque ce soir c'est la séance de clôture du Festival de la Cinémathèque. Je dois dire que j'ai eu un très grand honneur de travailler pendant ces 14 ans, notamment avec mon assistante monteuse qui est avec moi, Laure Marchot, et qui a réussi à me supporter pendant 14 ans. Et aussi sous la loyauté et la constante appréciation et le soutien de ce grand monsieur qu'est Costa Gavras. Alors bien entendu, en fait, nous ne sommes pas du tout levés un matin en se disant qu'est-ce qu'on pourrait faire, est-ce qu'on on va restaurer le Napoléon? Pas du tout. Pas du tout. Il y a des personnes ici qui peuvent témoigner du fait qu'en fait, au début, ça devait durer 3 mois, puisqu'il s'agissait simplement de me charger, moi en tant que, parce que je suis un peu réalisateur quand même, alors, tout au moins je l'étais avant, on m'a chargé de faire un inventaire, c'est-à-dire de répertorier laquelle des 22 versions qui existaient du film, il fallait donner en tant que référence. Et donc ça devait durer 3 mois. Et puis de 3 mois, c'est passé à 6 mois. D'un stock de 300 boîtes, nous sommes passés à 600 boîtes.
Et puis ensuite, à un moment, 15 jours avant la remise de notre rapport, c'était d'ailleurs, l'anniversaire c'était il y a quelques jours, puisque c'était le 3 mars 2009, nous avons, Laure Marchot et moi-même, trouvé coup sur coup 179 boîtes qui n'avaient pas été ouvertes depuis 1971, la dernière fois que Gans avait travaillé au montage de son film, et c'était à double détente, puisque derrière ce lot de 179 boîtes, il y en avait aussi 203 qui avaient été sauvés de la destruction par quelqu'un qui n'est plus là malheureusement et qui n'a pas été là pour être avec nous à la scène musicale en juillet, c'est Claude Lafaille, qui a été l'exécuteur testamentaire d'Abel Gans et qui avait en leur temps, il y a plus de 30 ans, caché ces boîtes pour les sauver de la destruction. Donc à la question pour laquelle on m'avait fait appel et on m'avait demandé de mettre entre parenthèses mes réalisations, la question qui était à laquelle des versions doit-on donner, la réponse était aucune. Allons. Car, eh bien oui, parce qu'en cours, on était très contents, je crois que c'est vers avril-mars 2010, par là, qu'on était très contents parce qu'on avait trouvé les 400 boîtes, on avait retrouvé dans les archives classées par Delphine Varin dans la Cinémathèque française, qui a un fonds d'archives extraordinaire. Les archives privées d'Abel Gans avaient été données à la BNF par Claude Lafaille de son côté, et donc j'y avais accès. Nous pensions que nous avons tout trouvé, et seulement il s'est passé une nuit d'août 2010 où j'ai pu faire quelque chose qu'aucun de mes illustres prédécesseurs n'a pu faire. Je dis illustre parce que le film avait déjà été par 5 fois déjà restauré avant moi. Donc il y avait eu Henri Langlois, Mariam Stein, Kevin Brunello, que je respecte et qui a été adorable pour cette histoire, qui l'a restauré 3 fois, et aussi Bambi Ballard, qui était, comme il y a un prix de styliste, qui avait été, elle aussi, en son temps, la styliste de David Bowie et des Rolling Stones, et qui avait fait la 4e restauration. Et le problème, c'est que j'ai ouvert sur mon écran d'ordinateur quelque chose que personne ne pouvait faire. J'ai ouvert 6 QuickTime en même temps. L'art de dématérialiser les choses. Les personnes ici qui ont commencé leur carrière au cinéma avec l'argentique et qui ont connu le miracle du numérique peuvent apprécier ce dont je parle. Et là, j'ai pratiqué la voiture balai, c'est-à-dire j'y suis allé plan par plan. Et je me suis aperçu en effet qu'il existait 2 négatifs originaux. Mais c'était l'habitude, puisqu'il fallait éviter que ça s'use pour les copies en question. Le problème, c'est là où le Napoléon encore d'Abel Gans se distinguait, c'est que ces 2 négatifs n'avaient pas les choix artistiques et dramaturgiques équivalents. Donc à l'origine, il y avait 2 types de films. Et tous mes illustres prédécesseurs avaient en toute bonne foi, j'avais même travaillé avec Bambi Ballard dans les années 80, en toute bonne foi mélangé les 2 négatifs. Donc il fallait tout reprendre à zéro. Et c'est pour ça que Laure a survécu à la chose, puisque pour chaque coupe des 1000 boîtes que nous avons expertisées, il a fallu qu'elle me dicte les références de la pellicule, les références inscrites par les différentes monteuses au fur et à mesure des années, et ensuite il a fallu reconstruire, et ensuite il a fallu créer les outils pour la restauration, parce que comme par hasard, le Napoléon ne rentrait pas dans les systèmes actuels. Donc de même qu'Abel Gans en 1927 avait demandé à son chef opérateur, à ses techniciens, de créer de nouveaux outils pour tourner son film, il a fallu que la Cinémathèque française fasse une étude de faisabilité pour demander, et notamment ça a été le cas d'Éclair, de mettre au point des outils spécifiques à cette restauration, et notamment pour le triple écran. Et alors, vous pouvez nous en parler un petit peu de ce triple écran, justement? Alors, c'était dès le tournage, ça? Alors, comment dire, les 20 dernières minutes du film sont en triptyque. Ce que vous allez voir ici, c'est bien entendu une réduction au format du 2.35, hein, qui est l'écran scope. Vous en verrez d'ailleurs que quelques minutes, parce que sinon, voilà. Mais c'est une polyvision. C'est-à-dire qu'avec cet alphabet-là, Gans avait pensé que cette progression du langage filmique avait été aussi importante sous la forme de la polyvision que la découverte de la polyphonie au Moyen-Âge. C'est-à-dire que nous sommes tous actuellement dans un défilement vertical. Le plan que vous voyez a pris la place du plan précédent. Donc, on a beau dire ce que l'on veut, c'est toujours une certaine mémoire intellectuelle ou associative qui vous fait faire une association par rapport à une chose qui vient de disparaître. Tandis qu'avec le triple écran,
Gans, qui ne l'utilise pas tout le temps, il va tripler le défilement vertical et en même temps, il va vous ajouter votre possibilité entièrement libre pour vous de faire une association horizontale entre les trois écrans, comme vous voulez. C'est vous qui faites, comme il disait, votre musique de la lumière. Faire ça en 1927, c'était quand même gonflé. C'est 25 ans avant le cinérama. Ah ouais. Et le cinérama n'utilisera les 3 caméras et les 3 projecteurs que pour un grand panoramique, tandis que la grande idée d'Abel Gans, c'est à la fois d'utiliser le panoramique, mais aussi de diviser ça en 3 espaces-temps différents. Il y avait de quoi faire flipper le producteur quand même. Hein. On va voir un producteur en lui annonçant ça. Oh, Alain, vous imaginez le metteur en scène qui vient avec ce genre de projet? Debré a construit les caméras, et puis ce qui était incroyable chez Gans, c'est qu'il avait un charme fou pour emporter les gens dans un enthousiasme. Je voudrais juste quand même aussi d'abord remercier toutes les structures à la fois publiques et spécifiques au système culturel français et aussi aux équipes de la Cinémathèque française pour avoir trouvé les mécènes et les soutiens pour faire cette chose qui a dépassé, pour ainsi dire, tout le monde. Il paraît que Napoléon avait dit « j'ai reculé les limites de la gloire ». Je crois que la restauration du Napoléon a reculé les limites de chacun. Donc il y a le CNC, le ministère de la Culture, bien entendu, la Cinémathèque française qui a vraiment eu le courage, comme je l'ai dit, de prendre le taureau par les cornes, sachant qu'elle saurait le poids du taureau qu'une fois que le taureau serait tombé par terre. C'est vous dire la visibilité. Et puis ensuite, nous avons eu 3 grands mécènes, les Golden Globes, Netflix et le producteur Michel Merkt. Ensuite, nous avons eu comme mécène la Fondation Napoléon, les Champagne-Brédancourt, Transperfect Media, et pour l'enregistrement de la musique, car nous avons enregistré avec les 2 orchestres de Radio France et la maîtrise les 7 heures de musique mises en condition par Simon Cloquet-Lafolie, grâce au mécénat de Madame Aline Fauriel-Destéré. Alors ça, c'est exceptionnel, c'est formidable. Simplement, je me permets, puisque j'ai l'honneur d'être auprès de vous, simplement de vous donner une petite information. C'est que le film est sorti grâce à Pathé, puisqu'on a enregistré la musique. Ne croyez pas que l'aventure, malheureusement, soit terminée parce que le film est sorti. La Cinémathèque française a sauvé le film. Ok. Mais maintenant, nous avons encore au moins 2 ans de travail pour sauver la restauration. Nous savons très bien que le numérique est un vecteur formidable pour travailler l'image, mais pas pour la conserver. Donc il nous faut maintenant prendre les 600 000 images du Napoléon et les refotographier une par une sur quoi? Sur du 35 mm qu'on va conserver entre 8 à 12 degrés, parce que la meilleure manière de conserver les films, c'est toujours arriver en gare de la Ciotat. Le film fait 7 heures, on le rappelle, hein, 6 heures, 7 heures exactement, dont les 20 dernières minutes en triptyque. Ok, on peut, si vous le voulez oui, bien, je vous en prie, en profiter pour élargir. Là, l'écran sera au maximum, on va se mettre dans les conditions du cinéma. C'est formidable que vous nous ayez montré ça, parce qu'on voit bien que par moments, les images ne sont évidemment pas les mêmes d'un écran à l'autre, mais que parfois, c'est le même plan, ce qui voulait dire 3 caméras qui filmaient synchrones simultanément sur le plateau. Tout à fait. Et si on veut jouer un petit peu au puriste, c'est qu'on n'est pas dans le split screen. Le split screen, il est à l'intérieur de l'écran, de la taille de l'écran, qui est votre espace imaginaire. Christian Metz aurait dit la diégèse cinématographique, elle est dans... Voilà. Le triple écran, c'est que d'un coup, vous avez 3 fois cet espace, alors que vous avez vu 6h30 de film dans un 1.33, et là, d'un seul coup, vous avez un fortissimo. C'est comme les chamades dans un orgue. Oui, oui, comme vous dites, oui. C'est impressionnant, en tout cas. Merci beaucoup, surtout, d'avoir, par ce prix, récompensé, parce que j'étais loin d'être le seul, cette aventure qui a été absolument imprévisible et qui a été apparemment ingérable, mais qui, grâce à la passion de chacun à la Cinémathèque française, a permis d'arriver à transmettre ce film qui, donc, dont le tournage commençait il y a 100 ans. Bien, et 14 ans de travail. Moi j'avais une question, tout à l'heure je disais 16 ans, il me semblait que c'était 14 ans les images et 2 ans pour le son, c'est ça, voilà, oui. Moi mon travail, ça a été la validation des masters
pour les DCP et pour les masters de diffusion en octobre 2022. Et puis ensuite, ça a été 2 ans pour l'enregistrement à Radio France avec les 2 orchestres, la maîtrise des chœurs. Et puis, je crois qu'ils ont eu plus de 50 séances d'enregistrement, plus de 1000 heures de montage et de mixage. Eux aussi, ils n'ont jamais vu ça et tout le monde espère qu'on ne le revivra pas. Mais ça a été génial. Et moi, j'avais une question sur la musique. Le choix, comment s'est fait le choix de la musique? Alors, il se trouve que à l'origine, ça devait être Arthur Honegger, et Arthur Honegger et Gans, en tant qu'artistes, ne se sont pas trouvés sur le film. Ils sont restés amis, mais ils se sont pas trouvés. Ce qui fait que Honegger a déclaré forfait, et que dans toutes les grosses productions, dans les derniers moments, on sait bien comment ça se passe, c'est la panique. On pense que tout est prêt, mais en vérité, c'est la panique. Et en fait, il n'y a jamais vraiment eu de musique originelle. Donc, la Cinémathèque a décidé, après avoir fait une sorte d'appel d'ordre, de sorte de concours, a décidé de demander à Simon Cloquet-La Folie, non pas de composer une musique originale, mais de faire comme on faisait à l'époque, c'est-à-dire de prendre dans le répertoire classique et de l'adapter aux images dont on avait retrouvé le montage. Et c'est, comme il a une culture musicale absolument extraordinaire, il a donc fait ça. Puis ensuite, la question s'est faite, est-ce qu'on sonorise simplement avec des enregistrements déjà faits, ou alors est-ce qu'on édite la partition du chef d'orchestre, 70 kilos, je crois. Voilà, ça a été quelque chose de fou. Juste une dernière chose, je sais qu'un de vos prix précédemment a honoré quelqu'un qui a beaucoup suivi toute cette période, c'est Michel Simon, l'année dernière. Voilà. Et je suis très ému d'être, par le concours des choses, puisque ça aurait dû être Frédéric qui devait être là, de recevoir ce prix par vous ce soir, et vous remercie beaucoup. On vous remercie surtout pour votre travail extraordinaire. Merci beaucoup.